Sud Midi. Merci d'être à l'écoute des programmes de Sen Radio. Vous êtes sur l'ensemble des réseaux synchronisés. Bonjour, au sommaire de cette édition Covid-19, un nouveau record, 1722 nouvelles contaminations, 744 contacts, 978 issus de la transmission communautaire. Dakar, la zone la plus touchée, Mbalo Djetiam, alerte, le système sanitaire ne peut plus tenir face à ce rythme. Il se prononce dans ce 12 heures. Local de 2022, le porte-parole de l'APR appelle au respect de la discipline de parti. Le ministre conseil et coordinateur de la communication de la présidence se prononce dans ce 12 heures. Seydou Gueye était l'invité de l'émission Objection. À quelques jours de la Tabaski, les forces de défense et de sécurité sur le terrain à Touba, où des cas d'agression et de vol sont notés. Vous entendrez la relation de Toutissei sur l'international Angela Merkel au chevet des survivants des inondations du siècle qui ont semé la désolation en Allemagne et fait au moins 183 morts dans ce pays et en Belgique. En sport, Kosafa Cup Sénégal-Afrique du Sud, c'est l'affiche de la finale ce dimanche. Le délégué fédéral, Samsidine Diatta, nous fera le point dans ce journal. Et puis Ligue 1 sénégalaise, la 26e journée sera bouclé ce dimanche. Match sans enjeu, Tenguet FC contre AS Pékin. Le journal des sports et la retour de Josette Kali complète cette édition. Hassan Toun assure les opérations techniques. Je vous le disais au sommet de cette édition, nous démarrons ce journal par le Covid-19 avec sur 4419 tests réalisés. Le Sénégal a enregistré aujourd'hui 1722 nouveaux cas de coronavirus. Les cas positifs sont répartis comme suit: 744 cas contacts, aucun cas importé et 978 issus de la transmission communautaire, soit 774 dans la région de Dakar et 204 pour les autres localités. 184 patients hospitalisés ont été contrôlés positifs et déclarés guéris. Issegnan nous fait le point du jour. 1722 nouvelles contaminations en 24 heures, un nouveau record de contamination au Sénégal. Jamais le taux de positivité n'avait atteint un tel niveau, 38,97%. La courbe monte en flèche et entraîne tous les autres indicateurs. 6 nouveaux décès sont enregistrés, 31 cas graves en réanimation pour 7564 personnes sous traitement. Ces centaines de cas au quotidien entraînent une très forte tension sur le système sanitaire et la situation risque de s'aggraver avec la multitude de cas communautaires. 978 cas issus de la transmission communautaire sont annoncés ce jour. Dakar reste l'épicentre avec 774 cas dans la région, 204 cas dans les autres localités, 21 à Thiès, 18 à Touba, 16 à Mbour, 12 à Joal ou encore 10 à Saint-Louis et à Tivaouane et des cas dans pratiquement toutes les communes du pays. 1722 cas aujourd'hui, 1336 hier, 738 avant-hier, soit 3796 cas ces dernières 72 heures et ce dans un contexte de Tabaski marqué par des déplacements massifs sans restriction ni respect des gestes barrières. La situation risque d'être explosive au lendemain de la fête alors que seules 608 384 personnes sont vaccinées sur l'étendue du territoire. Merci Adja Issegnan. Face à cette hausse, le système sanitaire ne va pas tenir longtemps. L'avis est de Mbalo Djetiam de l'Alliance And-Guessem. Selon lui, le déficit des ressources humaines, la rareté de l'oxygène, entre autres facteurs qui ne jouent pas en faveur de notre système sanitaire. En plus, les autres malades risquent aussi d'en souffrir si les contaminations ne reculent pas. D'où son appel à des mesures drastiques pour s'en sortir. Mbalo Djetiam que je vous propose d'écouter. Je ne parle pas de là où des systèmes plus perfectionnés, là où les systèmes donc beaucoup plus résilients se sont écroulés ou effondrés. Nous ne pensons pas qu'à ce rythme-là, donc avec cette poussée exponentielle donc de cette Covid-19, avec ce variant ou ces variants, nous ne pensons pas que le système sanitaire puisse tenir longtemps. Parce que non seulement nous avons un déficit criard en ressources humaines et ces ressources humaines aussi sont peu protégées, ça vous le savez. Ceux qui avaient pendant la première vague avec tous ces moyens-là, cela a presque disparu. Donc pour dire les moyens de protection individuelle des agents, tout comme aussi les moyens de protection des structures, plus maintenant les intrants que constituent les autres consommables. On nous parle d'oxygène qui sera raréfié, etc. Et ensuite, les réanimateurs, où sont-ils? Et disons les autres catégories de personnel, ne serait-ce que pour cela. Maintenant, du point de vue aussi de la maladie telle qu'elle se présente, mais aussi c'est les comorbidités qui causent aussi le plus nombre de décès. Or, qu'est-ce qu'on va faire si les Covid occupent presque tous les lits de réanimation? Maintenant, les autres malades aussi ordinaires
les autres hypertendus, les autres qui ont d'autres types de maladies telles que le diabète, etc., ou bien même d'autres urgences médicales ou chirurgicales, où est-ce que ces gens-là, on va les traiter? Alors, les rendez-vous vont continuer à être différés parce qu'avec la restriction des mesures, nous pensons que les hôpitaux seront peu fréquentés et par ceux qui, ordinairement, devaient aller en consultation ou bien en traitement. Donc, c'est les conséquences qui sont là, donc qu'on peut constater. Donc, je pense de visu, on n'a pas besoin d'être un gros spécialiste pour en dire davantage. Donc, voilà cette situation quand même qui est très périlleuse, ça, il faut en convenir. Et il faudrait quand même des mesures assez drastiques donc pour nous en sortir. Sud FM. Je vous le disais au sommaire de cette édition, dissidence et autres listes parallèles à l'APR. Son porte-parole en appel au respect de la discipline des partis, Seydou Gueye rappelle les principes dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il fixe les règles en perspective des locales de janvier 2022. Le ministre conseil et coordonnateur de la communication de la présidence de la République était l'invité de l'émission Objection ce dimanche. Extrait de l'entretien qu'il a accordé à El Hadji Bayo Margueye. Il y a des équilibres à ordonner et à organiser. Et il y a l'unité à construire. Avant même d'en arriver à la figure qui devrait porter une liste, si on prend le cas des élections locales, avec une innovation dans le mode d'élection du maire qui est élu directement parce qu'étant la tête de liste majoritaire. Et ça, c'est venu encore complexifier les choses davantage. C'est une bonne chose ou pas? C'est ambivalent puisque d'un côté, ça consacre le respect du suffrage universel, si tant est que l'expression du vote porte sur ça. Et d'un point de vue maintenant de la gestion, c'est pas une affaire très simple. Pourquoi? Mais dès lors oui, que c'est acté comme étant le résultat d'un consensus pour faire face à des situations qui étaient paradoxales. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'était engagé par le passé, a conduit toute une campagne, a mené la bataille jusqu'à la victoire, pouvait se retrouver dépossédé justement de son droit à être le maire. Puisque c'est un collège qui élisait le maire et la veille au soir, il y avait tous les types de stratégies et de conciliabules. Donc, c'est un point positif, un point de progrès, dès lors que ça garantit le respect du suffrage universel. Mais du point de vue pratique, c'est une innovation, donc il faut apprendre à gérer cette innovation en tenant compte de ses impacts sur le vote, sur la mobilisation et sur toutes les autres formes de questions qui peuvent être peut-être des facteurs ou des difficultés pour gérer justement ce consensus et cette unité. Maintenant, la discipline de parti. Oui. D'abord, on ne va pas aux élections en tant que parti. Nous allons aux élections en termes de coalition. Et le président de la République a indiqué, pour ce qui concerne sa coalition, 2-3 choses. La première, c'est dans le cadre de Benno que les candidats de la majorité devront être investis. C'est Benno, donc il n'y a pas de parti, même si Benno est un somme de partis. La deuxième chose qu'il a indiqué, il faut être tous ensemble, puisque l'unité donne le phénomène et le fait majoritaire. Troisième chose qu'il a indiqué, nous n'avons pas besoin que nos amis de l'opposition passent chez nous pour nous proposer le récépissé de parti. Tout le monde est alerté. Il n'accepterait pas, votre président, des listes parallèles. Bien sûr. Et au regard de ce que vous entendez comme annonce de part et d'autre, oui, il risque d'y avoir problème. Nous sommes à 6 mois. Nous sommes à 6 mois de l'élection. Et à Saint-Louis, par exemple, c'est un problème. Comme à Dakar, pour ce que j'en sais, comme dans le Nord, oui. Nous avons eu une expérience électorale, une expérience d'élection territoriale. Mais comment comptez-vous taire ces divergences? Mais comme on a toujours fait, c'est-à-dire par le dialogue, la concertation, les rencontres et l'autorité du leader du parti. L'autorité, c'est quoi? Aller jusqu'à exclure, comme vous savez. Mais non, pourquoi voulez-vous que l'autorité s'exprime toujours par l'exclusion? Mais justement, c'est la question que je vous pose. L'autorité s'exprime par une ligne clairement définie et avec les mesures qui doivent permettre le respect de cette ligne. C'est ça l'autorité en politique. C'est donc Seydou Gueye, le porte-parole, le coordinateur de la communication de la présidence. Il était l'invité de l'émission Objection. Et puis, je vous le disais, les forces de sécurité multiplient les opérations de sécurisation à quelques jours de la Tabaski à Touba, où des cas de vol sont devenus récurrents. Ces derniers jours, de nouvelles stratégies sont mises en œuvre par les malfaiteurs, nous dit Toutissei. Une recrudescence des cas de vol est notée ces derniers jours à Touba, ce qui inquiète les populations. À quelques jours de la Tabaski, les malfaiteurs ont investi les marchés, gares routières et autres lieux de rassemblement et ils usent de tous les moyens
pour commettre leur forfait. Leur nouvelle stratégie consiste à se mettre à 2 ou à 3 sur une moto et arracher les téléphones portables, sacs, pochettes ou sachets d'honnêtes citoyens. D'autres à bord de véhicules agressent les passagers. Les voleurs ont également jeté leur dévolu sur le bétail, ce qui a poussé la population à s'organiser dans certains quartiers pour leur barrer la route. Les forces de sécurité veillent également au grain. Les éléments de la police et de la gendarmerie, appuyés par l'organisation Khuddamul Khadim, ont entamé des opérations de sécurisation dans la cité religieuse. Ce vendredi, une centaine de motos sont immobilisées et des contrôles effectués. Modjob Diop, membre du Daïra, d'appeler la population à plus de vigilance dans les lieux publics et dans les véhicules de transport en commun, d'effectuer leurs courses le jour et éviter de se déplacer la nuit dans certains endroits. À signaler que du chanvre indien est également saisi par les forces de sécurité au cours des opérations de sécurisation. Nous parlons sur la Tabaski à Kaolack. La mairie a distribué des kits alimentaires aux populations et aux nécessités à quelques jours de la fête. Maria Massar, maire de la commune de Kaolack, s'explique. Elle est au micro de Mamadou Kamara. Comme nous avons l'habitude de le faire chaque fois à l'approche d'événements comme la Tabaski, la Korité, le mois de Ramadan, le Maouloud, les fêtes, autres fêtes religieuses, nous avons l'habitude quand même de venir en aide à nos militantes et militants dans le cadre de la solidarité, qui est un point de repère de notre parti, l'Alliance pour la République. C'est la raison pour inviter aujourd'hui toutes les présidentes de zone avec les présidentes de comité. Ceci nous a permis d'appuyer 197 présidentes de comité. Je dois rappeler que le comité est une structure de base du parti. Chaque comité de quartier est composé de 100 membres. Donc 197 ont été appuyés avec des kits composés de sacs d'oignons, 2 sacs précisément, un sac de pommes de terre et une petite enveloppe de 15 000. C'est le kit appui que nous avons remis à 197 comités. Mais ces kits ont été remis aux présidentes de zone qui, à leur tour, ont procédé à la redistribution. Pour les comités montés, 35 autres. L'appui va se poursuivre. En dehors de cela, nous avons aussi prévu d'autres appuis, à peu près les mêmes kits pour les comités qui ne sont pas encore montés, mais qui sont fonctionnels. Parce que pour monter un comité, il faut que le commissaire se déplace avec une équipe, que le bureau soit validé, les délégués et les membres soient présents physiquement à hauteur de 80%. Mais aussi, nous allons aussi faire ces appuis à l'endroit des mouvements, des associations, des alliances qui ont voulu nous accompagner dans le travail qu'on est en train de faire. Parce que c'est un appui de la commune de Kaolack. Nous allons essayer de couvrir toute la commune. Sud FM. Récompense au club environnement lauréat de la 2e édition du concours de production sur la mangrove au niveau de l'Académie de Fatick. Ce projet environnement mangrove mis en œuvre depuis 2017 par l'IA en partenariat avec Wetlands International Afrique qui assure le financement va être élargi aux acteurs des écoles de la région. Cheikh Yaba Diop, IA de Fatick que nous écoutons, il est avec Ngoursar. Cette cérémonie de récompense des meilleures productions dans le projet de protection de la mangrove dans l'Académie de Fatick est une cérémonie qui couronne encore une fois tous les efforts qui ont été consentis dans le cadre de ce projet depuis 3 ans. Comme on l'a constaté, le delta du Saloum est une zone à préserver du point de vue de la biodiversité, mais nous avons tous compris que cet écosystème mangrove est victime de plusieurs agressions, aussi bien naturelles qu'anthropiques. C'est la raison pour laquelle nous avons initié ce projet dans les écoles pour sensibiliser davantage les élèves, les enseignants et l'ensemble de la communauté à contribuer efficacement à la protection de cet écosystème. La cérémonie a été aussi pour nous de voir comment nous allons intégrer les modules qui ont été déroulés dans cette phase pilote dans le curriculum d'éducation de base pour que l'école, de manière générale, puisse disposer d'un programme en matière d'éducation environnementale. Comme vous le savez, avant d'agir dans l'environnement pour sa protection, il faut d'abord le connaître et voir un peu les facteurs qui contribuent à sa destruction et essayer d'atténuer tous ces risques. Nous allons continuer ce projet dans des perspectives prometteuses en faisant une évaluation et en tirant tous les enseignements et en même temps aussi nous allons capitaliser toutes les belles réalisations de ce projet en matière d'intégration des programmes dans notre curriculum, mais aussi en faisant une extension de ce projet à d'autres écoles qui pourraient elles aussi contribuer à la préservation de cet écosystème.
Le directeur exécutif de Wetlands International Afrique plaide pour l'inscription de ce programme dans les curricula pour la protection des écosystèmes mangroves. Ibrahim Thiam, le parrain de la cérémonie, toujours avec Ngoursar. La mangrove est un écosystème extrêmement important pour les communautés, mais également pour l'ensemble de la région qui subit des pressions nombreuses et donc il doit y avoir des efforts de conservation. Nous travaillons avec l'éducation nationale, en l'occurrence l'inspection d'académie, pour que l'éducation puisse jouer son rôle pleinement dans la conservation de la mangrove. Donc nous le faisons à travers les clubs mangrove, mais également un effort d'enseignement, d'apprentissage. Et donc nous avons pu former des formateurs qui aident les élèves à mieux comprendre la mangrove et donc à transférer ces apprentissages également dans leur communauté, dans leur famille. Nous avons récompensé des lauréats qui venaient de 4 inspections et je pense que c'est un progrès extrêmement important dans la conservation de la mangrove car nous arrivons maintenant à impliquer également le niveau de l'éducation en plus du niveau pratique des communautés où nous faisons la conservation réelle. Nous commençons avec une démarche pilote dans les écoles. Nous avons en ce moment 40 écoles, mais le but final que nous visons, c'est effectivement que ces éléments d'enseignement et d'apprentissage entrent dans le curriculum et à partir de ce moment, ça pourra être couvert dans l'ensemble du système éducatif. Je crois que les enjeux environnementaux sont à un point tel que cette inscription dans le curriculum est absolument nécessaire. Sud International. Que nous démarrons par le projet Target Malaria qui a bouclé la première étape de sa recherche relative au comportement des moustiques génétiquement modifiés dans la nature. Ces moustiques mâles stériles lâchés en 2019 ont été recapturés et étudiés grâce à un protocole scientifique qui obéit aux normes internationales. Les résultats de cette étape ont été présentés la semaine dernière aux journalistes. Le point de cette étape de recherche avec notre correspondant au Burkina Faso, Mathieu Somda. Pour la première phase du projet Target Malaria, qui est un consortium de recherche, les équipes de l'Institut de recherche en sciences de la santé, partenaire de Target Malaria au Burkina, ont étudié le comportement des moustiques mâles génétiquement modifiés lâchés en juillet 2019 à Bana, localité située à une vingtaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Les résultats de cette étape sont présentés par le docteur Abdoulaye Diabaté, l'investigateur principal du projet Target Malaria au Burkina. L'objectif pour nous en lâchant ces moustiques de première phase n'était pas pour avoir un impact quelconque sur le paludisme ou bien même avoir un impact sur la densité de moustiques. L'idée c'était beaucoup plus de pouvoir collecter un certain nombre d'informations scientifiques qui vont nous permettre d'instruire effectivement la prochaine phase. Qu'est-ce que nous voulions voir dans un premier temps, étant donné en fait que ces moustiques sont au labo, donc une fois qu'on les amène sur le terrain pour les lâcher, nous voulions juste nous assurer dans un premier temps effectivement que ces moustiques ont exactement le même comportement que les moustiques sauvages. Et deuxièmement, donc nous voulions également voir si on peut former le capital humain ici à l'exercice effectivement de la collecte de ces moustiques et de suivi et monitoring de ces moustiques-là sur le terrain. Nous avons fait le suivi de ces moustiques-là pratiquement pendant 20 jours et au bout de 20 jours, pratiquement on s'est rendu compte que ces moustiques génétiquement modifiés n'étaient plus dans la nature. Pour la deuxième étape, et je peux vous dire effectivement que nous avons soumis notre dossier au niveau de l'Agence nationale de biosécurité, on attend le retour de l'agence. Si nous avons un retour favorable, alors nous allons passer à la deuxième phase. À Bana, c'est une approche participative qui est développée. Le témoignage de Karim Ayoro qui réside à Bana. À Bana, il y a eu le lâcher de moustiques génétiquement modifiés mâles stériles. Mais vraiment, il n'y a pas eu de crainte ni de peur parce que en tant que population, en tant que communauté, on était déjà informés. Puisque comme le projet intervient depuis 2012, donc tout ce qu'ils font, donc on suit de près, on est habitué. Le projet Target Malaria vise à développer et partager des technologies génétiques nouvelles visant à modifier les moustiques et réduire la transmission du paludisme. Mathieu Somda depuis Ouagadougou pour Sud FM. Jour de vote ce dimanche à Sao Tomé et Principe, petit archipel africain dans le golfe de Guinée, proche de l'équateur. Les Sao Toméens sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau président en premier tour sans illusion sur fond de pandémie et marqué par la dette extérieure. 19 candidats sont sur le départ, mais le président sortant, Carvalho, qui ne se présente pas. Il y a 3 fois plus de candidats qu'il y a 5 ans. Il est 12h20, dans quelques instants, le journal des sports.
Une actualité sportive que nous ouvrons par le football avec Kosofa Cup du moins, c'est Sénégal-Afrique du Sud, c'est l'affiche de la finale. Les Lions du Sénégal sont conscients de l'enjeu de la rencontre, ils sont prêts selon le délégué fédéral. Samson Diatta, nous l'avons joint depuis l'Afrique du Sud. Vous savez, en venant ici déjà, nous avons accordé quelques entretiens avec les organisateurs du tournoi qui nous ont posé la question de savoir quelles étaient nos ambitions une fois ici en Afrique du Sud. Et moi, en tant que chef de délégation, j'avais répondu à l'époque que le Sénégal ne viendra pas comme un touriste, mais on viendra comme d'habitude, et parce qu'on est toujours dans ces genres de tournois, on est toujours costaud et on a toujours répondu présent. Et ce tournoi-là, quelle que soit l'équipe qu'on allait amener, bien que beaucoup de clubs n'ont pas libéré les joueurs parce qu'on était à 4 journées de la fin de la saison, donc c'était la lutte rude pour être champion ou bien la promotion ou la relégation. Donc le coach a pu quand même mettre en place une équipe qui est venue ici et perdre le premier match déjà d'entrée parce qu'on était arrivé très fatigué. Mais après, la machine a tourné et les gars se sont donnés. Donc la finale de demain sera comme tous les autres matchs. On n'a pas quelques appréhensions et il n'y a pas une autre préparation particulière. Ça se fait comme ça, on a l'habitude de le faire, jouer normalement comme un match naturel qu'on joue, avec une décontraction et dans la concentration au même moment et dans l'esprit aussi de fighting spirit, et afin de venir à bout cette équipe sud-africaine. En tout cas, notre ambition, c'est ça. On est en finale, et quand on est en finale, c'est pas pour être en figuration, on va jouer à fond. Maintenant, après, c'est à la fin du match qu'on va faire les décomptes. Et puis nous reparlons de la 26e et dernière journée de la Ligue 1 sénégalaise qui sera bouclée aujourd'hui. Un seul match au programme, Teungueth FC contre AS Pikine, un match sans enjeu puisque Teungueth a déjà obtenu le titre et l'AS Pikine maintenu en Ligue 1. Les résultats des matchs joués hier, Diambar Snep 5-0, une victoire sur la deuxième place qualificative pour la Coupe de la Confédération africaine de football. Jaraaf Niary Tally 1-0 pour Jaraaf et puis Génération Foot qui gagne en déplacement devant Ndiambour 2-0. Casa Sport Douane 2-0 pour Casa Sport. Gorée Stade de Mbour 1-0. Mbour Petite Côte Dakar Sacré-Cœur 3-0. Gorée a sauvé sa saison. Stade de Mbour et Niary Tally sont relégués en Ligue 2. La Ligue 2 justement qui boucle sa 26e et dernière journée aujourd'hui. Tous les matchs sont prévus à 17h. Diamono Fatick Amitié FC, Thiès FC SG Fatick, Renaissance Africa pour un foot, Port contre Duc, Sonacos Ouakam, Guédiawaye Demba Diop et Keur Madior contre Linguère de Saint-Louis. Il est 12h23 sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Sen Radio. Nous accueillons Josette Biagui-Kali. Elle nous présente les faits saillants de la semaine écoulée. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la rétrospective de l'actualité saillante de la semaine. Covid-19 au Sénégal, ce samedi, les autorités sanitaires ont recensé 1366 cas en l'espace de 24 heures, un chiffre record jamais enregistré dans le pays depuis le début de l'épidémie en mars 2020. Face à l'augmentation des cas de Covid-19, le retour à l'état d'urgence n'est pas exclu, annonce faite par le président Sall ce vendredi lors de la remise du rapport du comité de suivi du fonds Force Covid-19. Le chef de l'État appelle à la responsabilité individuelle. Abdoulaye Diop. La hausse vertigineuse des cas de contamination au coronavirus inquiète le chef de l'État et face à cette situation, Macky Sall menace de ramener l'état d'urgence. Si les mesures et cette contamination doivent évoluer, je prendrai toutes les mesures que nécessitera la situation, y compris s'il faut retourner à un état d'urgence, s'il faut refermer les frontières, s'il faut interdire les déplacements. Il faut que nous soyons conscients que ce variant Delta a une vitesse de contamination sans précédent. Pour le comité de suivi du fonds Force Covid-19, la pandémie doit servir de leçon pour régler le système sanitaire. Général François Ndiaye, le président. Faire de cette pandémie une opportunité pour réfléchir sur les stratégies qui pourraient permettre au Sénégal de régler de manière structurelle la problématique de la gouvernance sanitaire et résorber ainsi nos fragilités et nos vulnérabilités. Le président de la République rassure quant aux recommandations du comité de suivi. J'invite le ministre secrétaire général de la présidence de la République à mettre en œuvre, en relation avec chaque membre du gouvernement concerné, les directives présidentielles spécifiques issues des recommandations du présent rapport. Le rapport du comité de suivi du fonds Force Covid-19 pourra être consulté par tous les citoyens du 28 juillet au 28 septembre 2021 au siège du comité.
Justement, 30% des nouvelles contaminations dans le pays sont dues au variant Delta du coronavirus qui est à l'origine de la 3e vague, selon le professeur Souleymane Boub, directeur de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation. Ce virus est beaucoup plus contagieux. Nous l'écoutons. Ce qu'on a remarqué, c'est que dans cette 3e vague, on a presque une disparition du variant alpha et ce qui prédomine maintenant, c'est le variant delta qui, dans nos derniers échantillons, constitue pratiquement 30% des cas de nouvelles infections. Cela veut dire qu'actuellement, selon nos chiffres, 1/3 des nouvelles infections est due à ce variant Delta. Et ceci est important à souligner parce que nous connaissons tous la rapidité de propagation du variant Delta. Maintenant, ce variant qui domine, comme dans beaucoup de parties du monde, c'est le variant Delta. Et c'est cela qui explique maintenant la rapidité de la propagation du virus et l'augmentation du nombre de cas. Donc cela veut dire que toutes les mesures qui avaient été prises jusqu'à présent doivent être renforcées parce que nous sommes devant un virus beaucoup plus contagieux. Projet de loi portant modification du code électoral. Ce lundi, la majorité adopte le nouveau code électoral alors que l'opposition parlementaire le conteste. Amadou Moustapha Dian. L'Assemblée nationale a adopté à cette majorité de 96 voix. Le Sénégal se dote d'un nouveau code électoral consensuel selon la majorité, mais dissensuel et même dangereux pour l'opposition. L'Assemblée nationale adopte la présente loi malgré les nombreux amendements déposés par les députés de l'opposition tels que Mamadou Diop Decroix et Mamadou Lamine Diallo. Propose de les supprimer tout bonnement et d'insérer un nouveau article L29. Je propose la suppression provisoire du code de toutes les dispositions afférentes au parrainage. Je vous remercie. Mais au finish, tous ces amendements ont été... L'amendement est rejeté. Par la majorité, les articles L29 et L30 portant incapacité de l'électeur ont été les points les plus débattus par l'Assemblée. Si pour l'opposition, ces articles visent des opposants politiques tels que Khalifa Sall, Karim Wade ou même d'autres opposants sous le coup de la loi, pour la majorité, tel n'est pas le cas, car le caractère de la loi est impersonnel. Le président de la République a fait droit aux revendications de l'opposition en supprimant le parrainage pour les élections territoriales à venir. Le président de la République a fait droit aux revendications de l'opposition en acceptant l'élection des maires et présidents de conseil départemental au suffrage universel direct. Au-delà de ces amendements, l'opposition ne se limite pas en si bon chemin car elle promet très prochainement de vastes mobilisations et une certaine confrontation avec la majorité. Sénégal dëkk ci jàmm ak dal ak salaam moo gën defe ne mën ngaa imposer ci assemblée bi bëgg a def lu leen neex ci kaw sénégalais yi du fi amee. 48 heures de grève des travailleurs des bus Tata du GIE AFTU. Lundi et mardi, les chauffeurs, receveurs et contrôleurs ont paralysé le secteur du transport pour dénoncer leurs mauvaises conditions de travail et les licenciements abusifs. Hadisen. Les arrêts de bus sont bondés de monde, sans doute des travailleurs qui attendent les bus Tata de AFTU en grève pour 48 heures. Les chauffeurs et receveurs exigent de meilleures conditions de travail. Aline Badara Sarr, chauffeur de la ligne 29. Nous sommes dans les bus. Nous travaillons tous les jours, mais nous ne bénéficions pas d'un salaire mensuel équilibré. Les conditions de travail sont désordonnées. Les heures de travail non respectées. Nous travaillons de 5h du matin à 20h, 22h, sans une régularisation de notre travail. C'est ça qui nous énerve. 16 ans de travail sans être régularisé, ça n'a que trop duré. Pas d'indemnisation ni de prise en charge médicale. Ces derniers disent basta. 16 ans de travail sans contrat. Il n'y a absolument rien, ni les indemnités, ni le conseil, ni les IPM, etc. Rien n'est garanti dans ce boulot. Ils subissent également des licenciements abusifs. Les receveuses qui sont même enceintes, une fois mises à pied, elles ne bénéficieront pas d'un retour au milieu de remplacement d'une autre personne. Même les chauffeurs qui font de 5 ans à 10 ans dans leur boulot, une fois une petite erreur, c'est foutu. Il y a les licenciements abusifs tout moment. 16 ans sans congé, 16 ans sans contrat, 16 ans sans avancement, les chauffeurs et receveurs espèrent des solutions. Toutefois, ils n'excluent pas de prolonger la grève si rien n'est fait.
Le mercredi, un protocole d'accord a été signé entre opérateurs et travailleurs. Les premiers nommés s'engagent à respecter la liberté syndicale, la poursuite du processus de contractualisation des travailleurs entamé depuis 2019 et surtout de veiller aux conditions de travail. Les deux parties se sont rencontrées dans les locaux du ministère des Transports terrestres. Acte de vandalisme des élèves dans plusieurs établissements. Les apprenants ont déchiré des cahiers, saccagé et incendié des bureaux pour célébrer la fermeture des classes. Pour le SAEMS, l'heure est grave. Le syndicat dénonce et interpelle les parents et les autorités étatiques. Tamsir Bahoum, secrétaire national à la presse et à la communication du SAEMS. Nous avons vu cette vidéo qui circule et qui n'est pas la seule d'ailleurs au CEM de Anne où les élèves ont déchiré les cahiers de SVT, ont dérangé les tablements dans la salle de classe, on salit la cour et on renversé les seaux qui servaient de lavoir. Les élèves ne viennent pas n'importe où, ils sont de la société sénégalaise, ils viennent de nos familles. Aujourd'hui, ce que nous avons pu constater dans ce pays, c'est qu'il y a de l'indiscipline notoire qui ne dit pas son nom, aujourd'hui qui est manifestée au plus haut niveau. C'est la raison pour laquelle nous le disons à qui veut l'entendre. Aucunement, nous ne pouvons pas cautionner ces actes de vandalisme qui sont véritablement regrettables et qu'il faut dénoncer avec véhémence. Nous interpellons aujourd'hui le ministère de l'Éducation nationale et au plus haut niveau le président de la République, à savoir ce que nous sommes en train d'observer dans nos écoles ne peut pas continuer. Drame à Dalifort dans la nuit de jeudi à vendredi. L'effondrement de la dalle d'une maison à la cité Belvédère fait 3 morts et 1 rescapé. Les détails avec El Hadji Moussa Thiam. L'effondrement de la dalle d'une chambre dans une maison visiblement menaçant ruine fait 3 morts à la cité Belvédère dans la commune de Dalifort. Il s'agit d'un homme du nom de Abbas, son épouse Aïcha et leur fille de 11 ans. Un seul rescapé noté, leur enfant de 3 ans qui se trouve être actuellement dans les soins du maire de la localité. Le drame s'est produit vers 4 heures du matin d'après un chauffeur de taxi du garage d'en face de la maison. bi muy daanu man dama agsi juste ay 4h25 du matin dama agsi nit sama oto rek dégg affaire bi def bruit ma gestu seen amir bi yëngu mu daanu ma gis benn boy daw génn ma ñëw ma ko xew ma mi moo daanu après mu daanoo ñu daw yéen fekk affaire bi yëpp wàcc ci seen suuf ci seen kaw. ñoom ñaata lañu wax 3 lañu waaw Abbas Aïssa ak Dont. D'après quelques voisins, les victimes des démunis étaient en location dans cette maison qui menace ruine. Le propriétaire de la maison lui aurait même servi plusieurs sommations pour le déloger. Une connaissance de la famille soutient que c'est aujourd'hui même que devrait arriver à terme la dernière sommation. La police de Pikine a ouvert une enquête. Le drame a affligé toute une communauté de la cité Belvédère de la commune de Dalifort-Foirail où les sentiments les mieux partagés sont tristesse et consternation. Ainsi prend fin la rétrospective des faits marquants de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. El Hadj Malick Ndiaye. 12h33 sur l'ensemble du réseau synchronisé, c'est la fin de cette édition. Le rappel des titres. Covid-19, un nouveau record, 100 722 nouvelles contaminations, 740 cas contacts, 978 issus de la transmission communautaire. Mbalio Thiam alerte, le système sanitaire ne peut plus tenir. Vous avez suivi sa réaction dans ce 12h local de 2022. Le porte-parole de l'APR appelle au respect de la discipline de parti. Le ministre conseiller et coordonnateur de la communication de la présidence, Seydou Gueye, était l'invité de l'émission Objection. À quelques jours de la Tabaski, les forces de défense et de sécurité sur le terrain à Touba où des cas de vol et d'agression sont notés. Sur l'international, Angela Merkel, au chevet des survivants des inondations du siècle qui ont semé la désolation en Allemagne et fait au moins 183 morts dans ce pays et en Belgique. En sport, Kosofa Cup, Sénégal-Afrique du Sud, c'est l'affiche de la finale ce dimanche. Le délégué fédéral, Samsudine Diatta, a fait le point dans cette édition. Et puis, Ligue 1 sénégalaise, la 26e et dernière journée sera bouclée ce dimanche. Un seul match sans enjeu au programme. Teungueth FC contre AS Pikine. Le journal des sports et la rétro ont complété cette édition présentée par El Hadji Malick Ndiaye. La partie technique était assurée par Assane Thioune. Abdoulaye Diop vous retrouve à 13h pour le journal en wolof.